Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au troisième et dernier jour de l'introduction à la boîte à outils sur le système de semences. Et aujourd'hui, on va parler de la boîte à outils pour le manioc, de l'analyse du cadre régulatoire pour les semences et de l'outil d'analyse commerciale de génération de semences. Donc, nous sommes contents que vous ayez pu vous joindre à nous. Et maintenant, on va parler des règles du jeu, une fois de plus. Donc, est-ce qu'on peut les mettre à l'écran pour que tout le monde puisse les voir? Les règles du jeu sont les mêmes qu'hier. Alors, vos vidéos et vos microphones doivent être éteints. La séance est en train d'être enregistrée et vous pouvez mettre vos commentaires sur le chat, mais utilisez le bouton Q et A, c'est-à-dire questions-réponses pour vos questions. Et nous avons de l'interprétariat simultané de l'anglais au français et de l'anglais à l'espagnol. Alors, pour les questions et réponses, vous pouvez écrire vos questions à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la présentation. Vous pouvez utiliser le bouton Q et A jusqu'à la fin. Et la plupart de nos présentateurs vont aussi envoyer des réponses écrites à ces questions qu'ils n'ont pas eu le temps, auxquelles ils n'ont pas eu le temps de répondre oralement. Alors aujourd'hui, je voudrais présenter notre premier présentateur, Jorge Andrade Piedra. Il est pathologiste au CIP. Il est un des 3 créateurs de la boîte à outils avec Margaret McEwen et Connie Almekinders. Alors, vas-y Jorge, je te donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Alors, bienvenue, collègues. Ça, c'est la révision de la journée 2. Et on va parler aussi un petit peu du programme du jour 3. Moi, je fais partie de l'équipe de coordination avec Connie McInders et Margaret McEwen qui coordonnent les efforts autour de la boîte à outils. Alors, ça, c'est pour vous. Ça, c'est une chaîne de valeur de semences. Ici, nous voyons les différents outils que nous avons expliqués ces jours-ci. Alors ici, ce que vous pouvez voir, c'est les 11 outils plus le cadre et le glossaire que nous avons dans la boîte à outils. Et vous pouvez voir que ces outils couvrent vraiment beaucoup de composantes de la chaîne de valeur des semences. Alors, pour la première journée, nous avons commencé avec le cadre multi-parties intéressées. Nous avons aussi vu une étude de cas exploratoire, la méthode à 4 carrés et l'analyse de la chaîne moyen-fin. Et hier, la journée 2, nous avons parlé de l'analyse du réseau d'impact, de la localisation de semences, du suivi de semences et des enchères expérimentales. Aujourd'hui, nous allons parler des approches et des modèles pour une santé intégrée des semences. Nous allons aussi voir la boîte à outils concernant la semence de manioc. Nous allons aussi parler de l'analyse du cadre régulatoire pour les semences et de l'outil d'analyse commerciale de génération de semences. Vous pouvez aussi vous servir du cycle de projet que vous voyez à l'écran pour choisir les outils que vous voulez utiliser. Comme vous pouvez voir ici, le numéro 4 est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Le numéro 10 aussi. Vous avez aussi le numéro 11 qui est l'outil d'analyse commerciale de génération de semences. Et finalement, vous pouvez voir la boîte à outils de l'unité de semences de manioc. Et cet outil peut être utilisé pour la stratégie de conception et pour l'implémentation, la mise en place. Alors, une chose que je veux parler un petit peu avec vous, c'est que nous avons ces 2 points d'entrée. La chaîne de valeur de semences et aussi le cycle de projet. Mais vraiment, les principaux points d'entrée pour vous sont les questions de recherche et de développement que vous avez autour des systèmes de semences. Donc, je veux mettre l'emphase sur l'importance d'avoir des questions claires de recherche et développement
Et je veux expliquer un petit peu la différence entre ces trois outils que nous avons analysés hier. Ces outils sont complémentaires et en un sens sont similaires aussi. Donc, ici, vous voyez une série de questions que vous pouvez poser en utilisant le seed tracing ou le suivi de semences. Comment est-ce qu'une nouvelle variété se diffuse d'agriculteur en agriculteur? Ou comment est-ce que les hommes ou les femmes partagent la semence de différentes façons? Ensuite, nous avons l'analyse du réseau d'impact et le type de questions que nous couvrons avec ce type d'outils sont un peu différentes. Donc, vous voyez ici deux exemples. Quel type d'intervention vont probablement mener à une adoption plus large d'une nouvelle variété? Ou quelles subventions peuvent bénéficier la jeunesse ou les femmes? Et finalement, nous avons le localisateur de semences, qui est un outil plus pragmatique. C'est un outil de TI ou IT. Alors, on peut poser des questions comme comment est-ce que je peux enregistrer et obtenir la certification pour ma semence en ligne? Donc, c'est vraiment un outil en ligne pour soutenir la création de semences formelles. Alors, une autre question, où est qui sont les producteurs de semences, les clients, les variétés, les volumes et les terrains de production de semences? Ça, c'est une autre question à laquelle on peut répondre en utilisant le localisateur de semences. Donc, voici pour la différence entre ces outils que nous avons expliqués hier. Alors, nous avons aussi beaucoup de documentation pour nos documents. Vous pouvez aller sur ce lien et pour chaque outil, vous avez une fiche de description, un guide de l'usager, une étude de cas, une validation d'outils, une publication révisée par des pairs hein, et du soutien technique disponible. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser pour mettre en place ces outils. Et les outils sont aussi un organisme qui grandit. Nous avons un nouveau partenaire, Context, et ils vont s'occuper d'un de nos outils qu'on va utiliser dans le futur. Donc, bienvenue à nos collègues de Context. Donc, nous sommes dans le sein d'un cours assez ambitieux pour construire des capacités autour de la boîte à outils. Donc ici, nous sommes à la première phase, l'atelier numéro 1, qui a eu lieu pendant 3 jours. Et ensuite, nous allons avoir du travail de terrain en août et en septembre avec 4 équipes nationales qui vont utiliser au moins un des outils dans les conditions de la vie réelle. Donc, vous devez choisir un des outils que vous allez utiliser. Puis en octobre, nous allons avoir un atelier de clôture où les équipes vont présenter et vont discuter les résultats qu'ils ont obtenus lors de leur travail de terrain. Et finalement, les équipes vont préparer un rapport et une proposition. Donc, comme vous voyez, c'est très ambitieux. Et nous allons aussi avoir un cours de formation en 2022. Alors, merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je crois que nous pouvons commencer. Et Jeff, tu as accès à beaucoup... Ah, pardon, et vous avez beaucoup de matériel avec le lien que je vous ai fourni. OK. Merci beaucoup, Jorge. Maintenant, nous allons écouter Karen Garrett. Nous avons rencontré Karen plus tôt. Elle est l'auteure de 2 des outils de la boîte à outils. Karen est professeure à l'Université de Floride. Elle est pathologiste végétale. Donc, Karen, bienvenue à nouveau. Bonjour, je suis Karen Garrett et je vais présenter l'approche de santé intégrée pour les semences et le modèle de santé pour les semences. Alors, quelle est l'approche de santé intégrée pour les semences met l'emphase sur l'utilisation d'une combinaison effective de
achat de semences de qualité, par exemple sans maladie, l'utilisation de variétés qui résistent aux maladies et les stratégies de gestion sur l'exploitation agricole. Alors, on cherche à combiner ces trois choses pour que le système puisse bénéficier de toutes les combinaisons et les interactions de ces approches. Ensuite, le modèle de santé des semences est un outil pour évaluer comment ces composantes de gestion travaillent ensemble dans des systèmes particuliers. Alors, par exemple, on peut répondre à des questions comme pendant combien de cycles est-ce que les agriculteurs peuvent garder leurs propres semences s'ils utilisent des variétés résistantes? Alors, le modèle de santé de la semence peut être utilisé à petite échelle, par exemple dans une exploitation, dans un village ou de façon plus large sur un pays ou une région. Les usagers pour ce modèle sont les agents d'extension, les groupes d'agriculteurs, les personnes qui travaillent dans la conception des interventions sur les semences, et les applicateurs, aussi bien que les business de production de semences ou les business de semences en général. Alors, le produit du modèle de santé de la semence, voici les produits que produit ce modèle. Différentes combinaisons de gestion pour la santé des semences. Et ce modèle peut évaluer les améliorations du système requises pour la santé des semences améliorées en répondant à des questions du type qu'est-ce qui se passe si, quant à la gestion. Et bon, l'audience, c'est comme nous avons dit avant, les concepteurs des interventions sur les semences, les applicateurs, les évaluateurs, les praticiens, les chercheurs, les donateurs et les décideurs politiques. Par exemple, pour penser quels standards de qualité sont nécessaires pour les semences. Alors, l'échantillon minimal pour le modèle de santé des semences, il peut utiliser pour considérer des scénarios hypothétiques sans collecter de données. Mais quand on a besoin d'estimations précises pour des systèmes particuliers, comme par exemple pour donner des conseils sur la gestion, on a besoin d'assez de données pour caractériser le système. Alors, quelles sont les ressources nécessaires pour utiliser le modèle de santé des semences? Alors, si les données sont déjà prêtes ou s'il s'agit d'un scénario hypothétique, il faut qu'il y ait une personne, au moins une personne qui fait l'analyse des données. Il faut d'abord, organiser les données et définir les scénarios d'intérêt. Et ensuite, l'équipement nécessaire, c'est un accès à Internet pour utiliser le modèle en ligne. Et bon, le modèle de santé de semences est aussi disponible sur le logiciel R. Donc, R est disponible, mais il faut un ordinateur pour pouvoir conduire l'analyse. Et en termes d'expertise, au moins une personne de l'équipe doit être compétente dans l'évaluation de modèles biologiques et agricoles. Le modèle de santé des semences peut être utilisé à n'importe quel moment du projet de système de semences. Donc, par exemple, ça peut être avant le projet pour déterminer quelle gestion va être nécessaire ou pendant d'autres moments du cycle de projet. Alors, il y a plusieurs approches possibles pour utiliser ce modèle. Ça peut être un exercice d'un jour où un individu ou une équipe fournissent
une perspective de groupe et évalue les résultats ou les produits. Donc ça pourrait être un exercice d'un jour pour un scénario hypothétique où les personnes définissent simplement différentes combinations de gestion qui peuvent être pratiques. S'il faut estimer des paramètres euh, pour un modèle plus précis et l'ensemble des données est compliqué, alors ceci peut prendre quelques semaines à un chercheur pour vraiment organiser ces données, créer des estimations et utiliser un modèle. Puis, si de nouvelles variations sur le code existant sont nécessaires, ceci peut prendre plusieurs semaines à un programmateur qui est expérimenté en R. Donc, ce n'est pas nécessaire de créer un nouveau code, mais de faire des ajustements au code. Alors, voici les étapes pour utiliser le modèle de santé de semences. D'abord, il faut décider quelles sont les questions qui vont être posées, soit par l'individu ou par le groupe. C'est plus intéressant lorsqu'on a un groupe qui décide quelles sont les questions à poser sur différents aspects du système. Ensuite, étape 2, il faut estimer les paramètres du modèle à partir de données existantes ou définir un scénario hypothétique. Une étape 3 optionnelle peut être de collecter de nouvelles données liées à la santé des semences sur le terrain, ce qui requiert potentiellement beaucoup de mois, ou on peut aussi collecter de nouvelles données liées aux agriculteurs. Alors, l'étape 4, il faut entrer les estimations ou l'information du scénario dans le modèle en ligne de Seed Help ou faire plus d'analyses détaillées en R. L'étape 5, c'est d'évaluer le produit du modèle à la lumière des questions et considérer s'il faut conduire des analyses de suivi potentiel. Ensuite, nous avons l'étape 6 qui est de résumer les résultats pour les parties intéressées et préparer un rapport et ou un article pour un journal pour la communauté scientifique. Alors, quelles sont les méthodes qui peuvent être combinées avec le modèle de santé de semences? Alors, une révision documentaire, tout d'abord. Les estimations de paramètres peuvent venir de littérature qui a déjà été publiée. Alors, nous avons aussi les études biologiques sur le terrain. Les nouvelles données peuvent être collectées pour caractériser les récoltes, les pathogènes et aussi les conditions sur le terrain. On peut aussi considérer le genre dans le contexte du modèle de santé de semences quand nous évaluons différentes options de gestion. Nous pouvons nous poser la question du genre. Par exemple, est-ce que le genre influence l'accès à la gestion? Donc, par exemple, est-ce que le genre influence l'accès à des variétés résistantes, à des options pour la sélection de semences ou à l'achat de semences propres? Donc, nous pouvons utiliser le modèle de système de semences pour savoir quelles sont les implications du genre sur la performance ou sur le rendement au cours du temps.
Quelles sont les limitations du modèle de santé des semences? Alors, les usagers du modèle de santé des semences peuvent vouloir fournir des recommandations sur la fréquence de l'achat des semences et autres choix de gestion. Mais il peut être difficile de collecter suffisamment de données sur les taux d'infection et les taux de rendement pour donner des recommandations précises. Et donc, il faudrait du temps additionnel pour tester les recommandations sur le terrain, puisque le modèle ne va pas forcément matcher tous les scénarios que les personnes considèrent. Donc, on va devoir peut-être tester les recommandations. Alors, quels sont les avantages du modèle de système de semences? Il améliore la compréhension de comment les options de gestion de semences vont probablement se combiner pour affecter les maladies et le rendement. Alors, nous avons quelques cas récents qui décrivent ceci. Alors, nous avons ici un lien vers l'introduction du modèle et l'illustration de scénarios généraux pour la gestion de la santé des semences. Donc, il y a des compromis quand on choisit des stratégies de gestion. Et d'ailleurs, il y a certaines stratégies de gestion qui ont des effets similaires. Donc, si par exemple, on veut avoir des semences libres de maladies, ça c'est super pour le système. Mais si la semence est une variété qui n'est pas résistante, alors cela peut ne pas fonctionner aussi bien. Donc, combiner les différentes composantes pour euh, la stratégie de santé de la semence peut être plus effectif. Et finalement, nous avons ici un autre exemple sur les méthodes de production de semences. Alors ici, il y a une analyse des effets des méthodes de production de semences pour la patate douce en Tanzanie. Merci beaucoup de votre attention. Je suis Karen Garrett et vous avez ici mon information de contact pour si vous voulez me parler davantage sur ces sujets. Et ici, vous avez aussi des liens vers le guide de l'usager. Merci beaucoup, Karen. Nous avons une première question de Jason Nickerson. Dit pourrait être intéressant de mettre cet outil avec des données qui évaluent le niveau de similarité et de pureté entre différentes classes de semences, y compris des semences de reproducteurs. Merci pour ce commentaire. Oui, ça c'est quelque chose qu'on avait pris en compte pour ce modèle. Ce modèle peut être une composante d'autres sortes de modèles et avoir d'autres sortes de questions. Donc, ce serait intéressant de penser comment l'intégrer dans le type de modèle que tu viens de mentionner. Et donc, nous faisons des efforts pour inclure le modèle de santé des semences dans l'analyse du réseau d'impact. Quelque chose comme le modèle de santé des semences peut voir les maladies et comment elles évoluent dans une ferme et puis ensuite dans un réseau. Donc oui, nous sommes intéressés dans l'utilisation de cet outil dans d'autres contextes, surtout si cela nous aide à voir qu'est-ce qui se passe dans un endroit
ça serait intéressant de voir comment les implications d'une ferme ou d'une exploitation agricole impactent le système. Oui, ça allait être ma question en fait. J'allais euh, j'allais rappeler à nos participants que tu es aussi l'auteur d'un autre outil qui est l'analyse du réseau d'impact. Et en fait, les deux outils peuvent être utilisés ensemble et ils sont en fait assez similaires aussi parce que ils ont une composante de pathologie, une composante de de sciences sociales et une composante informatique. Donc, cela peut avoir l'air compliqué, mais en fait, quand tu les regardes en détail, leur utilisation est en fait assez intuitive. Oui, ça c'est notre intention. Lorsque nous construisons les outils, nous voulons que les outils reflètent comment les personnes pensent à un système de gestion. Et donc, c'est utile de comparer les deux. Le modèle de système de semences se concentre surtout sur une ferme individuelle ou sur une exploitation agricole individuelle. Et par exemple, quelle est la charge de maladie dans cet endroit? Donc, si par exemple les personnes gardent leurs semences et la maladie se construirait au fil du temps, alors ils vont avoir une charge de maladie très forte au fil du temps. Mais s'ils ont par exemple des semences résistantes et qu'ils gardent leurs semences, alors ils ne vont pas avoir un problème de charge de maladie sur le terrain ou sur leur exploitation agricole. Mais l'outil dont j'ai parlé hier voit plutôt les choses au niveau du système. Donc, par exemple, comment est-ce qu'un agriculteur influence un système? Comment est-ce qu'une exploitation agricole peut partager une semence qui a une maladie et comment ceci va circuler dans le système tout autour? Oui, donc ils sont tous connectés. Nous avons une question de Charles Taver qui demande comment est-ce que le modèle de la santé des semences interagit avec les modèles épidémiologiques ou comment est-ce que la santé des semences prend en compte les dimensions spatiales comme par exemple la diffusion de maladies. Donc, si tu considères seulement une exploitation, ça peut être difficile de comprendre quel est le risque de l'inoculation de maladies qui viennent d'en dehors de l'exploitation. Donc, si tu as seulement une ferme, ça- on ne sait pas quelles sont les autres ressources, mais une fois qu'on pense à la ferme dans un autre contexte, par exemple, quelles sont les fermes qui sont autour, quelles sont les fermes qui sont connectées à travers les mouvements de semences. Donc, ça, c'est les sources potentielles pour l'inoculation externe. Donc, les fermes qui sont autour peuvent être infectées ou infectées par vecteur d'insectes. Et aussi, quelles sont les fermes qui partagent la semence d'une autre façon, par d'autres moyens. Nous avons une autre question de Bernardo Ospina qui demande hmm, il y a une maladie très euh, dangereuse qui affecte le manioc en Colombie. Elle est asymptomatique et les agriculteurs ne la remarquent qu'au moment de la récolte. Tous les agriculteurs utilisent euh, des semences malades. Comment est-ce que tu pourrais utiliser le modèle dans ce type de cas? Oui, c'est très difficile de répondre à ça. Alors, nous pouvons aussi utiliser un modèle comme celui-ci pour voir les implications de combiner ces mesures partielles pour voir si en les ajoutant, on peut avoir une gestion adéquate ou pas.
Est-ce que ce modèle prend en compte différents agents causaux? Je ne suis pas sûre de ce qu'est cette maladie de la peau de grenouille, mais j'imagine que c'est une sorte de virus ou un phytoplasme. Donc, si par exemple c'est un champignon, est-ce que ça crée une différence en termes de comment on va le modeler? Ou est-ce qu'on peut utiliser ceci pour quelque chose qui est assez inconnu? Ce modèle est un petit peu... Ce modèle porte sur ce qui va se passer au cours d'une saison. Donc, par exemple, si on parle de champignons, ils vont avoir plusieurs cycles de reproduction au cours d'une saison unique, mais nous essayons de rendre le modèle plus général. Donc, nous regardons les pathogènes au cours d'une saison. Donc, on ne rentre pas dans les détails de certains pathogènes particuliers, mais on essaye d'avoir une approche au niveau de la saison. Donc, ceci le rend un modèle plus général, mais sans tous ces détails sur ce qui se passe au cours d'une saison. OK. Je voulais aussi demander, Karen, est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur R? Je ne sais pas si je suis le seul ici qui écoute parler de R seulement à travers ton travail. Est-ce que R, c'est quelque chose que pourrait me décrire un adolescent de 15 ans? Je crois que c'est un logiciel gratuit, open source. Est-ce que c'est difficile d'utiliser R? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi pour tes deux outils? Alors, R est très populaire en fait parmi les écologistes et parmi les scientifiques agricoles. Et c'est un logiciel de bonne qualité qui a beaucoup de programmes d'analyse statistique. Ça, c'est une de ses applications les plus populaires. Nous l'avons choisi parce qu'il est utilisé par beaucoup de scientifiques agricoles et c'est gratuit et ça a une grande communauté d'usagers. Et donc, si tu as une question sur comment tu dois l'utiliser, alors tu vas sur un moteur de recherche et il y a d'autres personnes dans le monde qui vont pouvoir répondre à ta question et qui vont te dire comment ils l'ont utilisé. Donc, ils vont t'aider à résoudre ton problème en termes d'application. Donc, je dirais que en termes de ses forces et de ses faiblesses, une de ses faiblesses serait que si tu utilises R pour la première fois, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour que jusqu'au moment où tu saches comment l'utiliser. C'est pour ceci que pour ces outils, nous sommes intéressants dans la collaboration avec des personnes et notre équipe de l'Université de Floride pourrait par exemple donner du soutien sur l'utilisation de R pour que donc, euh, la, donc, une des faiblesses de l'utilisation de R, c'est la courbe d'apprentissage. Mais un des aspects positifs de l'utilisation de R, c'est qu'il il y a beaucoup, beaucoup de façons de l'appliquer. Donc, ça peut être une grande opportunité de se familiariser et d'apprendre sur R. Oui, si quelqu'un s'efforce d'utiliser R, hein, ils vont être heureux de l'avoir fait parce qu'ils auront beaucoup d'options disponibles. Nous avons du temps pour une question de plus. Nous avons une question de Maria Scura qui dit, puisque chaque variété réagit différemment aux maladies et le taux de dégénération va varier, alors ceci influence aussi la diffusion des maladies. Donc, est-ce que le modèle peut être utilisé pour prédire quelque chose dans d'autres contextes, comme par exemple une autre altitude, une autre variété? Donc, est-ce que le modèle est spécifique à un endroit, un lieu? Alors, le modèle inclut des paramètres
de, par exemple, effets climatiques sur la diffusion ou l'avancée de la maladie. Donc, ça fait partie. Donc, beaucoup de personnes vont essayer de faire des recommandations précises en utilisant le modèle pour faire des recommandations. Donc, il faut avoir des données pour caractériser si la maladie se construit rapidement dans ce type d'environnement. Donc, si tu es intéressé dans la compréhension du système en général, tu peux utiliser un modèle général et mettre des paramètres hypothétiques dans le modèle. Mais si tu veux utiliser le modèle pour faire des recommandations aux agriculteurs, alors tu as besoin de plus de données pour caractériser chaque type d'environnement que tu prends en compte et aussi pour les variétés auxquelles tu penses. Donc, il faudrait peut-être étudier un large nombre de variétés de façon individuelle, mais il faut pouvoir aussi grouper les variétés en termes de si elles sont susceptibles pour voir la dégénération que tu vois dans ton environnement ou dans ton contexte. Merci beaucoup, Karen. Merci d'être revenu ou revenu aujourd'hui. Nous sommes, il faut que l'on avance maintenant. Nous allons écouter Jason Nickerson. Il est chef de projet senior avec Context Development et il est avec Camille Adegoroye qui est un partenaire associé à Sahel Consulting. Ils vont nous parler de la boîte à outils pour la semence de manioc. Bonjour, je suis Jason Nickerson et je vais vous présenter la boîte à outils d'analyse pour l'unité de semences de manioc. Je travaille avec Tammy Ngoye de Sahel Capital. Alors, nous avons piloté alors, quel est l'objectif de la boîte à outils de l'unité de semences de manioc? L'idée, c'est de permettre aux processeurs de manioc d'évaluer la proposition de valeur, euh, d'intégrer verticalement la production de semences. Les processeurs, alors ici, nous pouvons voir un système qui inclut une usine de processement de la racine de manioc. Euh, c'est à la fin du cycle. Au début, nous avions l'unité de semences de cassava ou de manioc, qui est un laboratoire SAH. Puis, nous avons une zone d'ombre pour les plantules SAH. Ensuite, nous avons une pépinière pour les tiges de SAH. Et puis, ensuite, on va aller dans les agriculteurs leaders ou dans les fermes propres ou dans les exploitations agricoles propres, puis dans les exploitations commerciales. Ceci va aller vers des personnes qui cultivent de façon externe et qui vont créer des racines qui vont finalement à la dernière étape qui est l'usine de processement des racines de cassava. Alors, le manioc, plutôt que de créer un guide stable, nous avons créé des ressources dynamiques pour guider les processeurs dans leur travail d'analyse. Et donc, l'idée, c'est euh, d'analyser l'aspect financier et opérationnel lorsqu'on établit une unité de manière. L'idée, c'est d'aider les personnes à
prendre des décisions plus informées sur l'intégration verticale de semences. Alors, les produits de l'unité de semences de cassava sont une vision du retour sur investissement et aussi du point de breakdown où le business commence à être rentable. Pour qu'une unité de manioc soit possible économiquement, il faut identifier des variétés que les agriculteurs soient prêts à payer et puissent payer. Mais si on voit la profitabilité, c'est autour des années 3 et 4 que on commence à voir la profitabilité. Mais toutes ces suppositions doivent être personnalisées et ça, c'est possible à travers l'outil que nous présentons. Alors, par rapport à la taille minimale de l'échantillon, c'est un processeur. Quelles sont les ressources nécessaires pour utiliser la boîte à outils de l'unité de semences du manioc? Alors, le nombre de personnes. Euh, pour cette analyse de business et d'opération, il faut un processeur de racines de manioc aussi bien qu'un facilitateur. Il faut aussi un ordinateur et un projecteur pour que tout le monde puisse être inclus dans le processus. Et l'expertise nécessaire sont une connaissance financière et la connaissance du business des racines. Cette boîte à outils peut être utilisée à n'importe quel moment. Euh, Lorsqu'un processeur considère la valeur ou la durée varie en fonction de l'équipe, mais il faut au moins une séance de travail de 2 heures pour travailler la méthodologie et pour personnaliser les présuppositions. Alors, il y a 3 étapes. La première, c'est la narrative, qui est comme un guide pour les outils d'analyse. Ça nous mène à l'étape 2, où il faut mettre à jour les suppositions dans le modèlement de fiches de travail. Et l'étape 3, il faut regarder si les propositions de valeur sont prometteuses et puis il faut identifier les suppositions les plus valables à travers d'une analyse de sensibilité pour conduire une recherche primaire et les calibrer. Maintenant, je voudrais parler des méthodes que l'on peut utiliser avec l'outil. Alors, les méthodes qui peuvent être utilisées avec la boîte à outils pour l'unité de semences du cassava. Les créations de demandes pour calibrer les suppositions pour les valeurs différenciées de variétés de manioc améliorées sur le terrain et dans l'usine. Par exemple, le rendement, niveau d'amidon, stabilité de l'amidon, morphologie de la racine, résistance aux maladies et structure des plantes. Donc, cet outil peut nous aider à comprendre un business case ou un cas d'affaires pour l'unité de manioc. En termes de genre, il n'y a aucun aspect du genre qui soit vraiment pertinent par rapport à cet outil. Il peut être utilisé par toute personne. Alors, quelles sont les limitations clés de la boîte à outils pour l'unité de semences de cassava? Alors, cette boîte à outils n'est pas vraiment évidente à utiliser et elle a besoin euh, d'un certain niveau de facilitation. Et la boîte à outils a été développée autour d'une unité de semences équipée pour SAH. Et donc, les présuppositions de coûts et de multiplication vont être nécessaires, euh, pardon, vont devoir être personnalisées
pour être tamisé pour des systèmes de production sur la base de tunnels. Donc, c'est une boîte à outils qui va devoir être personnalisée, adaptée. Et la dernière limitation que l'on peut trouver dans cette boîte à outils, c'est que pour des processeurs au Nigeria, et inclut des chiffres en dollars américains et en naira. Donc, si cette boîte à outils doit être utilisée dans d'autres pays, cela veut dire que le modèle va devoir être actualisé avec les monnaies des autres pays. Mais mis à part cela, je dirais que la boîte à outils est assez flexible et assez utile à utiliser et à comprendre et à adapter d'un point de vue opérationnel. Alors, quels sont les avantages? C'est une boîte à outils très dynamique qui aide les processeurs à personnaliser leurs analyses de business. Et donc, ceci permet d'avoir vraiment une analyse, un niveau d'analyse. Donc, il y a plusieurs niveaux d'analyse qu'on va devoir traverser dans cet outil avant d'établir l'unité de semence. Et les outils d'analyse soutiennent la capacité des processeurs d'évaluer l'impact opérationnel et financier, d'établir une unité de semence de manioc. Ceci avant de s'embarquer dans l'installation. Et finalement, les outils forment un point très important de l'implication des processateurs parce que il suppose d'avoir des séances de travail, de développer un business case, un cas de business pour prendre des décisions plus informées sur s'il est intéressant ou pas de faire une intégration verticale. Donc, la boîte à outils fournit cette plateforme ou cette opportunité pour s'impliquer avec les processateurs et les aider à prendre les décisions correctes. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Si vous voulez nous contacter, Jason ou moi, nos emails sont à l'écran. Merci beaucoup et les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Jason et Tammy. Je veux dire à nos participants que vous avez peut-être remarqué qu'en bas de votre écran, vous n'aviez pas de guide d'usager. Et la raison de ceci, c'est que c'est un nouvel outil. Donc, nous voulons souligner que la boîte à outils est en train d'évoluer et que nous espérons que de nouveaux outils soient ajoutés au fil du temps. Donc, nous avons une question de Kwame Umgero qui en fait a deux questions. Il demande comment est-ce que votre outil a été testé, surtout dans un pays en voie de développement. Et ensuite, il a une autre question. Est-ce que cet outil peut être mis à l'échelle étant donné que SAH est une technologie euh, privée? Alors, je vais prendre la première question. Ça a été piloté au Nigeria avec 5 processateurs et ça pourrait être adapté à d'autres contextes. Et c'est vrai que ça repose sur la technologie SAH qui a sa propre licence. Alors pourquoi c'est important? À cause s'il y avait une autre approche de multiplication de semences, alors le système pourrait être actualisé et le modèle fonctionnerait quand même. Il y a une autre question de Margaret McEwen qui demande quelles sont les différences des présupposés? Est-ce que vous avez vu au Brésil, au Paraguay, au Nigeria, dans les autres pays où la profitabilité est basée sur le cycle du produit?
Alors, tout ceci est basé sur l'intégration, les modèles d'intégration verticale observés dans les localisations que tu as mentionnées. Et tout ceci est basé sur une approche du cycle de vie. Il faut penser à l'efficacité à l'intérieur de l'usine. C'est ainsi qu'on peut vraiment espérer un retour pour les partenaires, pour les processeurs et pour les clients. Est-ce que ce système pourrait être profitable indépendamment d'ajouter une usine de processement? Et je crois qu'il faut vraiment avoir du matériel de plantation propre. Si cela existe, il peut y avoir un taux de marge et là, il y a une opportunité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de revenus ou plus de chiffre d'affaires, hein. On peut réduire le coût de production et là, il peut y avoir une opportunité. Amy, est-ce que tu veux répondre à la question aussi? Non, Jason, je crois que tu as répondu à tous les aspects de la question. Désolée, mais nous avons des problèmes d'audio. L'audio que nous recevons n'est pas très clair. L'audio que nous recevons n'est toujours pas très clair et donc il n'est pas possible d'assurer la traduction. Nous avons une autre question de Edward Walters qui demande s'il y a une taille minimale de processateur pour justifier d'adopter cette approche. C'est une bonne question parce que l'échelle importe ici et ces systèmes de production requièrent beaucoup de matériel. Donc, les vrais avantages sont présents s'il y a vraiment un peu d'échelle, un peu de volume. Donc oui, la réponse est oui. Il y a une question de Eric qui dit, tu as mentionné que les ventes de semences n'étaient pas nécessaires pour changer le profit. Est-ce que ceci est basé sur quelque chose que vous avez observé dans un endroit particulier? Oui, c'est quelque chose que nous avons observé sur la base de notre expérience au Nigeria. Il n'y en avait pas de volonté de payer pour du matériel amélioré. Il n'était pas prêt à assumer un coût plus élevé pour ce type de matériel. Nous avons une autre question ici de Phineas qui demande comment est-ce qu'on peut expliquer à un agriculteur ou un agent d'extension la boîte à outils du manioc en termes simples. On peut dire que le point focal de cet outil est de mettre l'agriculteur au centre et de développer quelque chose depuis leur perspective. Donc, je crois qu'il s'agit de comprendre la valeur pour tous les acteurs dans la chaîne de valeur des semences. Donc, on va de l'agriculteur jusqu'aux personnes qui reçoivent la semence. Mais peut-être que Temi peut expliquer les choses de façon plus simple. Je crois que comme l'outil est spécifique à aux processeurs qui investissent dans la semence, il faut pouvoir personnaliser l'explication. Mais comme tu as bien dit, tu peux dire aux agriculteurs que c'est un outil qui les aide à comprendre ou à estimer quelle est la valeur d'une variété améliorée sur leur unité de production. Je suis désolée, mais la qualité de l'audio n'est pas suffisante pour pouvoir traduire. D'accord? Nous avons 2 minutes. Nous avons encore 2 minutes pour une autre question.
Steve Walsh dit: je suis désolé de l'avoir raté. Quel est le du matériel qui vient des agriculteurs? Ça va être très spécifique au processateur. Je ligne de base, mais je ne peux pas te donner un chiffre unique. OK. Donc, je voudrais une présentation et pour une très bonne discussion. Malheureusement, notre temps arrive à sa fin, donc nous devons avancer. Maintenant, nous allons écouter Margaret McEwen. Nous avons rencontré Margaret avant. Elle est une des créatrices de la boîte à outils. Elle est avec le CIP au Kenya et elle va nous parler de l'analyse du cadre régulatoire pour les semences. Bonjour, je suis Margaret McEwen du Centre international de la pomme de terre et je travaille aussi sur le système RTB pour des systèmes de semences de qualité. Aujourd'hui, je vais parler de l'outil qui s'appelle Analyse du cadre régulatoire pour les semences. C'est un outil qui a été développé, testé et validé comme partie d'une collaboration entre deux programmes de GC, le programme RTB et le programme sur les politiques, les institutions et les marchés. Un groupe de collègues a travaillé ensemble un groupe qui inclut moi des semences et de fournir des évidences utilisables pour l'action sur les politiques et les options d'investissement pour accélérer les systèmes de semences et le développement du marché. L'idée, c'est de catalyser le dialogue entre les parties intéressées pour adopter des cadres régulatoires appropriés pour les systèmes de semences VPC pour contribuer au développement agricole et à la sécurité alimentaire. Avec cet outil, nous voulons aussi catalyser le dialogue entre les parties intéressées sur des cadres régulatoires plus appropriés pour les systèmes VPC pour créer plus de développement agricole et plus de sécurité alimentaire. Cet outil peut être utilisé pour obtenir au niveau national et aussi au niveau de zones de production clés pour la culture sélectionnée. Alors, quels sont les produits? Les produits nous aident à comprendre et options de politique pour avoir des cadres régulatoires de semences appropriés pour les VPC. L'audience pour cet outil sont les chercheurs agricoles, les analystes de politique, les décideurs politiques et les corps de régulation ou les institutions de régulation. Alors, pour cet outil, nous sélectionnons différentes parties intéressées liées aux semences. Alors, nous avons commencé avec cadre multiparties intéressés pour commencer à utiliser cet outil aussi. Donc, par exemple, on peut avoir 20 à 40 organisations, ce qui va des départements de politique, des ministères jusqu'aux ONG. Les individus que nous incluons comprennent des utilisateurs de semences et aussi des importateurs de semences.
Quand nous avons interviewé les utilisateurs et les producteurs de semences, nous essayons d'avoir un équilibre entre les hommes et les femmes, aussi bien qu'avec les jeunes. Alors, quelles sont les ressources dont nous avons besoin pour utiliser l'outil d'analyse du cadre régulatoire des semences? Alors, quand nous travaillons sur des zones de production clés, nous utilisons deux équipes avec 2 personnes chacune et nous essayons bien sûr d'avoir différentes disciplines aussi bien que des hommes et des femmes. Et en termes d'équipement, on a besoin d'Internet, de véhicules et un lieu pour avoir les ateliers ou les discussions de type focus group. En termes d'expertise, on a besoin d'économie agricole, de genre, pardon, des spécialistes de genre et de sciences sociales. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser cet outil? Si on pense au cycle de projet qui a été présenté avant, cet outil est utile pour l'utiliser dans la phase de conception d'une intervention, mais aussi à la fin pour évaluer et pour tirer des leçons. Le temps nécessaire pour appliquer l'outil est 2 heures au niveau national et 1 mois pour l'analyse. Alors, je vais vous décrire les étapes d'utilisation de cet outil, l'outil d'analyse du cadre régulatoire des semences. Alors, tout d'abord, il faut faire une révision de la documentation du travail qui a été fait avant dans les sciences sociales et biologiques quant au renforcement des systèmes d'assurance de la qualité pour la production et la distribution de semences VPC. La deuxième étape, c'est de faire une analyse documentaire pour réviser et analyser les politiques publiques, les régulations, les règles et les guides pour l'assurance de la qualité quant à la production et la distribution de semences VPC. L'étape 3, c'est une analyse de données secondaires qui prend des données liées à différents domaines. Et finalement, nous avons l'étape 4 avec les visites de terrain qui utilisent des informateurs clés avec des entretiens et des discussions de type focus group pour des producteurs de semences, des commerçants dans les marchés locaux où les semences sont vendues et à des stations qui produisent des semences. Ici, il faut adapter des listes pour vérifier les échantillons sur la base de culture et de contexte. L'étape 5, c'est d'interaction entre les parties intéressées, les thèmes, depuis différentes perspectives conceptuelles, et d'écrire un rapport. Et il est important de donner du feedback aux résultats préliminaires. Donc, l'étape 6, c'est d'organiser des ateliers avec donner du feedback, valider et trianguler les données et l'information collectée et analysée en utilisant les méthodes présentées précédemment. L'étape 7, c'est les briefs de politique, les produits de communication pour le dialogue sont utilisés pour appliquer cet outil sont la révision documentaire, l'analyse de documents, les entretiens avec des informations avec les parties intéressées. Par rapport au genre, la mise en place de politiques de semences et les cadres régulatoires ont un impact différencié sur les producteurs de semences et les usagers de semences, leur âge et leur genre. Il faut sélectionner de façon spécifique les informateurs clés
et s'assurer des perspectives différentes. Pour les usagers de semences, le prix de semences va être certifié ou si l'usager obtient de la semence de leur propre exploitation agricole, etc. Donc, il y a beaucoup d'implications autour du genre et autour de... Et nous avons essayé de capturer ceci en utilisant des informateurs clés, en utilisant des discussions de focus group séparées par sexe pour essayer de capturer ces perspectives différentes. Nous avons fait aussi du travail en termes du processus de formulation de politique et on a essayé de voir qui est impliqué dans ceci. Est-ce que ce sont les élites ou est-ce que c'est un processus plutôt inclusif? C'était intéressant au Kenya où il y a eu une évolution de l'autorité de l'État vers les institutions au niveau des comtés et ceci permet plus de participation dans la formulation de politique. Alors, cet outil se concentre sur les données qualitatives. C'est un outil qui ne génère pas des données quantitatives sur l'effectivité en termes de coûts des différentes options de politique, mais l'outil explore les compromis entre le risque de diffusion d'une maladie et le coût de la régulation. Donc, par exemple, ici au tableau, vous pouvez voir ceci. En haut à gauche, vous avez, enfin, l'axe vertical, c'est la pression provenant des pestes et des maladies. Et l'axe horizontal, c'est la dépense publique par unité de semences. En haut à gauche, vous avez amélioré la gestion des améliorer la gestion des pratiques des agricultures pour les cultures, les sols et les semences. En haut à droite, vous avez la quarantaine et la destruction des cultures affectées. En bas à gauche, vous avez la reproduction pour améliorer la résistance de l'hôte et à droite, de semences certifiées. Alors, cet outil ouvre les opportunités pour la discussion sur quels sont les niveaux appropriés de régulation de semences, puisque une taille n'est pas bonne pour toutes les cultures et pour tous les contextes. One size does not fit all, c'est ce qu'on dit en anglais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une approche valable pour toutes les cultures et pour tous les contextes. En ce moment, les résultats sont utilisés au Kenya pour écrire des régulations séparées pour les semences VPC et pour proposer l'utilisation d'une semence standard pour permettre plus de générations et donc des économies d'échelle. Et on espère que ceci va avoir une influence sur les prix que les usagers de semences pourraient payer. Je vous mets ici sur cette diapositive certains documents de recherche que l'on a fait avec mes collègues au Vietnam. Il y a des études de cas au Vietnam, au Nigeria et au Kenya. Donc, merci d'avoir été ici pour écouter cette présentation. Nous sommes ouverts à vos questions. J'espère qu'il y aura de l'intérêt pour utiliser cet outil dans certaines des études de cas que nous allons soutenir pendant les 2 prochains mois. Et j'espère que vous serez de retour avec nous en octobre pour voir les résultats. Merci beaucoup. Merci, Margaret. C'est un moment très intéressant pour travailler avec la régulation de semences et les semences RTB parce que les agences de régulation, les institutions de régulation sont en train de se rendre compte que la semence RTB est différente, n'est-ce pas?
et ils sont en train de penser à des régulations de semences qui ont été vraiment faites pour les semences RTB. Moi, je voulais dire aux participants que tu l'as mentionné, Margaret, mais il y a une référence à la checklist et c'est en fait une ressource assez valable, assez utile. Je crois que beaucoup de personnes ont entendu parler des entretiens aux informateurs clés, mais Margaret et ses collègues ont créé vraiment des listes et des checklists pour différents types de parties intéressées. Donc, vous avez certaines qui sont pour les faiseurs de politique, d'autres qui sont pour les chercheurs, pour les producteurs de semences, etc. Donc, vous pouvez utiliser ces listes dans vos pays. Vous pouvez prendre ces checklists et les utiliser comme un brouillon euh, pour que vous puissiez créer vos propres listes. Donc, ça, c'est une ressource particulièrement utile euh, sur laquelle je voulais attirer votre attention. Et je sais que ces checklists ont été utilisées dans différents pays, Margaret, n'est-ce pas? Au début, nous les avons utilisées au Kenya et c'était important de comprendre d'abord certains problèmes autour des cultures que nous avons sélectionnées et le contexte. Parce que si tu travailles avec du matériel propre, tu veux avoir une idée de ce qui s'est passé par le passé. Alors, au Kenya, le pilote a été utilisé dans la semence de pommes de terre et la checklist a été améliorée pour le manioc au Nigeria et puis au Vietnam, c'était pour le manioc et la pomme de terre. Et nous avons aussi travaillé pour essayer d'inclure le genre dans cette checklist. Donc, elle constitue un guide. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut prendre et appliquer, il faut les adapter, mais c'est mieux de commencer par cela. C'est plus facile toujours de commencer par quelque chose qui est déjà un peu fait et de l'adapter plutôt que de commencer de zéro. Et je vois qu'il y a un commentaire de Abitenda qui dit si on peut changer la checklist pour notre contexte ou l'utiliser comme elle est. Non, en fait, il est hyper important d'adapter cette checklist à votre culture et à votre contexte. Mais c'est mieux de commencer avec quelque chose que de commencer de zéro. Et l'autre chose que j'ai mentionnée, nous avons utilisé le cadre multipartie intéressé pour nous assurer que nous étions en train de couvrir tous les types de parties intéressées d'un système de semences dans un pays. Parce que souvent, nous oublions certains commerçants ou les marchés informels. Peut-être que nous nous concentrons plus sur le côté formel du système de semences. Donc, à nouveau, pour votre contexte, il peut y avoir des parties intéressées du système de semences additionnelles. Et par exemple, en Ouganda, le rôle des agrégateurs est très important car ils sont des liens entre les marchés de racines, les producteurs de racines et les producteurs de semences. Donc voilà, ça c'est important. Je te lis ta prochaine question? Oui, pourquoi pas? Bienvenue, Charles. Alors, comment est-ce que ce cadre prend en compte les différentes cultures RTB qui sont différentes dans leur degré de commercialisation et bien sûr la nature du matériel de plantation et les diversités locales? OK. Donc, je crois, Charles, merci pour cette question. Quand on appelle cet outil un cadre, on parle en fait du cadre régulatoire national. Donc, ça, c'est les politiques, la législation, les régulations, les standards de semences et les calendriers associés avec les standards de semences. Comme nous savons, euh, tous les politiques de chaque pays sont différentes et les cadres régulatoires aussi. Mais le défi est
que la plupart de cadres régulatoires pour les semences sont basés sur les céréales, pour les cultures de céréales. Donc, par exemple, on a des parties bizarres comme les taux de termination ou combien de... Donc, en fait, le langage et le processus de pensée n'est pas approprié pour les VPC. Et c'est pour cela que nous essayons d'utiliser cet outil. Et après, nous avons le commentaire sur la commercialisation. Alors, une fois de plus, ceci devient très important. Nos études de cas analysent la pomme de terre, qui est une culture plus commerciale en termes de semences, et peut-être le manioc aussi au Vietnam. Donc, donc, le prix que tu peux obtenir pour de la semence et le prix que les producteurs vont obtenir pour leurs produits, est-ce que ceci va couvrir le coût de la certification ou pas? Alors, nous avons Eric ici, et si on observe la commercialisation du manioc dans le sud-est asiatique et l'intégration verticale entre les processus et la production de semences dont Jason a parlé, alors l'habileté ou la capacité d'utiliser un système d'assurance de la qualité externe devient meilleur parce qu'on peut couvrir ce coût. Pour certaines cultures comme la patate douce, le coût additionnel de la certification et de l'inspection peut être plus grand que le coût de la semence. Et donc, pour les VPC, on dit donc qu'on doit avoir des processus régulatoires plus appropriés. Dans les cultures de graines, tu as de la production centralisée et, et on les garde aussi de façon centralisée, c'est parce que c'est des cultures végétatives. Mais dans les RTB, ceci ne fait pas sens parce qu'on parle de semences périssables et volumineuses. Et donc, quelles sont les implications de ceci en termes de régulation de semences et de procédures d'inspection? Merci. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pour la pomme? Ce qui marche pour la pomme de terre en Ouganda est applicable aux bananes avec beaucoup de variétés. La question a été reformulée apparemment. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre question. Pendant combien de temps est-ce que l'information générée va être valable? Parce que les systèmes de semences sont très dynamiques par leur nature. Est-ce que tu crois que le même outil peut être utilisé pour faire des études de suivi et voir quels sont les changements qui ont été faits sur le système après que l'étude préalable ait été conduite? Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne question et elle est valable pour pour beaucoup d'outils. Lorsque nous observons les politiques et les processus régulatoires qui sont en fait législés, qui font l'objet d'une législation, d'un système formel, le temps entre ce qui se passe sur le terrain et comment ceci peut être reflété dans le processus régulatoire peut être long. Mais en utilisant cet outil et en comprenant les différentes couches de législation entre politique, régulation, standard, calendrier,
Alors, la prise de décision à chaque niveau est différente dans les gouvernements. Donc, oui, certaines politiques peuvent être approuvées seulement par le Parlement ou signées par des ministres. Mais plus bas dans la chaîne législative, les décisions peuvent être prises par exemple, le chef de l'institution de régulation. Et il y a des comités qui se réunissent et qui peuvent évaluer de nouvelles informations et qui peuvent ajuster des standards ou des guides, hein, des directrices. Donc, nous n'avons pas répété l'utilisation de l'outil et je pense que ça, c'est une bonne question. Nous devrions probablement changer les checklists et sur la base de tout changement, il faudrait ajuster la checklist. Donc, je pense que ça, c'est une question intéressante sur laquelle on devrait faire du suivi. Merci, Margaret. Nous avons d'autres bonnes questions, mais malheureusement, nous allons devoir avancer parce qu'il est temps il est temps pour notre prochaine présentation. Maintenant, nous allons écouter Srimi Vajuru Rajendan. Il est économiste agricole. Il travaille au Centre international de la pomme de terre et il est basé à Kampala. Srimi est expert des business models pour la génération de semences précoces. Sans tarder plus, je lui cède la parole. Nous allons partager la présentation. Nous avons quelques problèmes avec le volume. Donc, je suis vraiment désolée. Donne-nous juste quelques secondes. Antonella, est-ce que nous sommes prêts? Bonjour, je m'appelle Srini Gendran. Je travaille comme économiste agricole au CIP de Kampala, en Ouganda. Je travaille surtout sur les patates douces, sur les semences de patates douces. Je travaille aussi sur l'évaluation d'impact et sur l'analyse de coûts. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, les business de génération précoce de semences sont un monopole. Cette situation s'applique beaucoup pour les cultures RTB. En général, le secteur public a le défi de garder la santé des semences et ceci est particulièrement valable pour les RTB, les cultures propagées végétativement. Donc, les business de génération de semences précoces doivent avoir des bons business models pour pouvoir accéder à la profitabilité. Depuis 2014, le CIP est partenaire d'équipes de recherche pour renforcer les capacités techniques et institutionnelles pour pour la production de semences de pommes de terre de qualité. Comme partie de ce processus, on a développé un outil d'analyse commerciale de génération de semences précoces durables. L'idée, c'est de pouvoir analyser la performance financière du système de semences et cet outil a été utilisé pour un cas de patates douces et nous avons testé aussi cet outil pour le manioc. L'outil a beaucoup de flexibilité. Il peut être adapté à d'autres cultures propagées végétativement, comme par exemple les tubercules et les bananes. Alors, cet outil est fait pour être utilisé au niveau du projet ou de l'intervention. Donc, par exemple, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet outil
au niveau du projet ou de l'intervention pour le business, pour un business de génération de semences précoces. Les usagers sont les acteurs de business euh, des semences de génération précoce, soit au niveau public ou au niveau privé. Les usagers peuvent être aussi les concepteurs des interventions de semences, les applicateurs, les évaluateurs et les analystes. En général, cet outil est utilisé au niveau du projet ou d'intervention. Si le projet a à voir avec la génération de semences précoces, on doit savoir si le projet va être durable ou pas. Et donc, additionnellement à cela, on peut aussi analyser les interventions et on doit pouvoir incorporer ces interventions et voir comment ces interventions influencent le business de semences de génération précoce. Et donc, on utilise cet outil dans le secteur public ou toute personne qui travaille dans le business de semences de génération précoce. L'outil est utilisé pour analyser la performance financière des business de semences de ces générations précoces. Et donc, il y a des interconnexions entre différents indicateurs financiers. La première chose que nous essayons de mesurer, c'est le coût de production qui inclut les coûts fixes et variables. Et une fois qu'on identifie des coûts de production précis, on peut fixer un taux de marge. Et une fois qu'on a fixé le taux de marge, on doit pouvoir déterminer le prix approprié ou le prix indiqué. Une fois que l'on a le prix, on essaye de développer une stratégie de fixation de prix pour différents segments de marché, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir estimer le bénéfice net que l'on génère en se focalisant sur différents segments de marché ou segments de clients. Et puis, une fois qu'on a une fois qu'on a une marge, on doit pouvoir générer des trésoreries positives, ce qui devrait assurer la performance financière du business de semences de génération précoce. Et on doit avoir aussi une idée du fonds renouvelable qu'on a généré pour que la prochaine saison, on puisse avoir une fourniture ou un approvisionnement de semences suffisantes pour répondre à la demande. Pendant ce processus, on essaye aussi de déterminer tous ces indicateurs financiers. Et une fois qu'on a finalisé tous ces calculs et que l'on a les produits pour les indicateurs sélectionnés, on doit pouvoir focaliser une audience spécifique, comme par exemple les décideurs de politique, les investisseurs en semences de génération précoce, publics et privés. Et c'est aussi utile pour les donateurs, pour les chercheurs et les lobbyistes. Les chercheurs peuvent utiliser les recherches pour influencer les politiques. Et bon, les lobbyistes sont très importants aussi pour pouvoir utiliser ces résultats pour faire du lobbying de leurs idées. Alors, nous sommes en train d'écouter l'audio à nouveau. On écoute l'audio de chaque diapositive 2 fois. Je crois que c'est une erreur. Voilà, on a changé de diapositive. En termes d'échantillon, quelle est la taille minimale de l'échantillon pour utiliser cet outil? En fait, comme on utilise cet outil pour les entreprises, la taille est seulement une entreprise. Donc, l'outil SexBat va analyser
le business d'une entreprise en particulier. Alors, quelles sont les ressources pour utiliser cet outil, surtout en termes de personnes et surtout en termes d'équipement et en termes d'expertise? Alors, pour le nombre de personnes, il faut toute l'équipe de l'entreprise de semences, l'équipe technique et financière qui produit et qui commercialise le produit de semences de génération précoce. En termes d'équipement, il faut du matériel de bureau et il faut aussi un logiciel Excel. Ceci va être nécessaire pour la collection de données en temps réel. Il faut suivre les données pendant le temps de production, puis collecter ces données et les consulter pendant l'analyse en utilisant Excel. Donc, on n'a pas besoin d'un outil statistique compliqué. Il faut juste un Excel de base, ce qui veut dire que l'expertise nécessaire. Alors, quelle est l'expertise nécessaire? Il faut que la personne qui travaille sur cela ait des compétences comptables de base, aussi bien que des compétences informatiques de base. Il faut aussi avoir des compétences dans le business agroalimentaire et avoir des compétences de budgétisation agricole et une connaissance de la chaîne d'approvisionnement des semences de génération précoce et des types ou des classes de semences. Il est très important que l'on puisse estimer un coût pour chaque étape. Alors, quel est le timing ou le temps pendant lequel on peut utiliser l'outil SexBat? C'est très important d'utiliser cet outil avant la saison de production. Donc, si par exemple la saison de production commence en octobre, on devrait utiliser cet outil en juin, juillet pour pouvoir très bien planifier et pour pouvoir répondre à la demande future. Alors, par rapport à la durée, la période de production pour la semence de génération précoce et le cycle de business a deux phases. Par exemple, le cycle de production existant et le cycle à venir. Donc, on a par exemple l'étape 0 qui concerne le matériel de reproduction, le stade 1, c'est les plantules. L'étape 2, c'est le matériel de durcissement. Et le stade 3, c'est les coupures pré-basiques, c'est-à-dire à 3 ou 4 nodules. Donc, quand on commence à utiliser cet outil, on a besoin de comprendre le cycle complet de la chaîne d'approvisionnement. Pour utiliser l'outil SexBat, il faut pouvoir suivre ces étapes suivantes. La première étape, il faut pouvoir comprendre. Alors, l'étape 1, c'est d'établir sa période de recouvrement en termes de business et estimer le besoin en semences des clients potentiels en se basant sur les segments de marché les plus larges et en fixant un objectif de vente minimal. L'étape 2, c'est de déterminer les stocks existants à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement de semences de génération précoce. Et l'étape 3, c'est de mesurer les coûts de production récurrents totaux pour le produit final qui sera vendu en utilisant une approche de budgétisation agricole. On doit pouvoir déterminer quels sont les stocks existants et on doit pouvoir aussi déterminer quelles sont nos capacités de production. Et donc, je rappelle l'étape 3, il faut mesurer les coûts de production récurrents totaux pour le produit final qui doit être vendu ou qui va être vendu en utilisant une approche de budgétisation agricole. Et c'est là qu'on fixe le prix exact de vente. Alors, une fois qu'on a fixé le prix, on doit
formuler de différentes stratégies de fixation de prix pour différents marchés et différents segments de clients. Si par exemple, quelqu'un va nous payer en avance, on va peut-être leur donner une rebaisse. Et ça, c'est très important pour estimer les recettes finales. L'étape 6, c'est d'identifier la source des fonds pour répondre aux coûts de production totaux. Par exemple, le fonds de roulement, le fonds renouvelable, une subvention de projet ou un prêt. Une fois que nous avons identifié la source des fonds pour soutenir le projet chaque année, on doit comprendre aussi la tendance de vente. Et sur la base de cela, on doit pouvoir développer sa trésorerie nette. Une fois qu'on a développé une trésorerie, on va pouvoir actualiser ces informations de façon annuelle. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, le fonds renouvelable peut changer et on doit pouvoir suivre le projet. On doit pouvoir suivre la trésorerie projetée et voir si elle est la même que la trésorerie réelle. Donc, on espère avoir une trésorerie projetée et une trésorerie réelle similaires. Et on devrait pouvoir générer ses propres fonds pour pouvoir avoir un business à succès. Alors, pour comprendre la performance financière de cet outil, alors cet outil, l'outil d'analyse commerciale de génération de semences, peut être utilisé avec d'autres méthodes. Tout d'abord, les analyses de coûts-bénéfices financiers et économiques. On peut utiliser l'outil avec de la budgétisation agricole pour des entreprises entières ou pour des cultures sélectionnées. Et puisque nous avons fait cet exercice pour la patate douce, nous avons considéré uniquement le contexte de cette culture. Finalement, l'outil SexBat peut aussi être utilisé avec une méthode d'analyse de coûts vis-à-vis de l'effectivité. Donc, niveau 1, plantule, 2, durcissement, 3, production de semences. Le coût des plantules va être lié au durcissement et une fois qu'on a précisé le coût des matériaux de durcissement, on va avoir le coût de l'étape suivante. Donc, il est très important de comprendre quels stades sont plus chers et comment réduire les coûts des stades en particulier pour augmenter l'économie d'échelle et assurer que le prix final qu'on détermine va être plus efficace et plus compétitif sur le marché. Alors, le genre. Cet outil ne capture pas du tout une dynamique de genre, mais l'outil, par contre, peut capturer le rôle des hommes, des femmes et des jeunes dans les business de semences, aussi bien que leurs opportunités pour produire plus d'autonomisation. Comme les calculs sont faits à l'étape précoce, on peut voir combien de femmes et d'hommes ont été impliqués dans les
stade de production et on devrait pouvoir voir aussi les types d'opportunités d'emploi dans le business de semences de génération précoce. Donc, en général, la plupart d'employés sont des femmes. Et quand il s'agit de la partie... les femmes travaillent beaucoup dans la chaîne de nettoyage. Et dans le futur, il y a une possibilité pour que nous puissions mesurer le niveau de décision. Donc, les lobbyistes ont par exemple des hommes et des femmes, et donc nous pouvons comprendre le processus de décision pendant la production de semences. Cet outil est vraiment au stade initial pour comprendre la génération de semences de patates douces. Donc, c'est un outil qui a des limitations. C'est des limitations qui peuvent être rectifiées dans le futur. Alors, cet outil a besoin de beaucoup de compétences de comptabilité et aussi, il faut vraiment savoir utiliser un ordinateur, surtout Excel. Donc, ce n'est pas un outil automatique. On doit savoir utiliser les fiches Excel pour pouvoir bien gérer l'outil. Et on parlait de l'estimation du besoin en semences. Donc ici, ce n'est pas quelque chose qui est construit dans le programme. Ce n'est pas intégré dans Sexbat. Donc, on estime les chiffres de besoins en semences de façon séparée. Alors, ces deux outils sont liés, mais ils ne sont pas construits dans la même fiche Excel. Alors, ça, c'est un premier outil. Ça, c'est les principaux avantages de Sexbat. Cet outil connecte différentes étapes des semences de génération précoce et analyse la santé financière du business de semences de génération précoce. Cet outil assure aussi une certaine flexibilité. L'outil peut être modifié à chaque étape de la production de semences de génération précoce et de l'activité commerciale. Et cet outil peut être adapté facilement pour d'autres cultures RTB. En utilisant l'outil Sexbat, on peut mettre l'emphase, on peut éclairer où les coûts de semences de génération précoce peuvent être réduits. 6 pays sur 11 en Afrique subsaharienne peuvent répondre au moins à 90% de la production, des coûts de production récurrents à travers les fonds renouvelables. Et comme je disais, on peut l'utiliser aussi pour d'autres cultures RTB. Donc, voici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez besoin d'explications, de poser des questions, voici mon information de contact. Voici aussi les liens pour accéder au guide d'usager et à la fiche de description. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Srini. Nous avons du temps pour une ou deux questions. Nous avons une de Jordan Wigburn qui dit « Bonjour, comment est-ce qu'on peut adapter Sexbat au système de semences pour les bananes ?» Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, vous pouvez bien m'entendre. Est-ce que tu as entendu ma question? La question de Jordan, est-ce qu'on peut adapter le Sexbat au système de bananes?
Oui. Donc, pour le cas des patates douces, le cycle de duration des récoltes est différent. Donc, on doit intervenir dans différentes parties du processus pour estimer le coût. Pour les bananes, c'est différent. Donc, on doit changer les données et il faut un calendrier de multiplication. Et on devrait pouvoir entrer les données dans cet outil. Il y a une série de données pour estimer les coûts de multiplication. Donc, on devrait pouvoir guider les personnes qui travaillent sur les systèmes de bananes. Donc, on devrait pouvoir changer les indicateurs pour que l'indicateur puisse. Nous avons une question additionnelle de quelqu'un qui nous dit dans l'Afrique subsaharienne, si on n'a pas du support de recherche et développement et pour la production de semences précoces, est-ce qu'il est possible pour nos agriculteurs d'acheter ce type de semences? Oui, ça c'est tout le but de cet exercice. Nous essayons de nous assurer que les personnes, souvent les personnes pensent que ces semences de qualité sont très chères, donc elles peuvent ne pas avoir accès à ces semences. Donc par exemple, à Kenya, on les vendait à 50 shillings, mais après qu'on ait connecté, euh, après qu'on ait fait l'exercice, hein, le prix a été considérablement réduit. Donc, on a une série de processus et comme je disais dans ma présentation, on l'a fait par étapes. Et donc, on va savoir où réduire les coûts pour pouvoir permettre des économies d'échelle et pour que dans la chaîne d'approvisionnement, on soit très effectif au niveau des coûts. Et comme ça, les agriculteurs vont pouvoir acheter les semences. Donc, l'objectif, c'est que le prix du marché soit le même que notre prix estimé pour nous assurer que ce soit possible pour les agriculteurs. OK. Merci beaucoup, Srini. Nous sommes presque finis. Nous avons juste deux choses à dire. Nous voulons avoir une évaluation. Nous voulons que vous complétiez un formulaire d'évaluation très court. Viviana, est-ce que nous sommes prêts pour ceci? Oui. Alors, prenez un moment pour faire cette petite évaluation. À combien de séances est-ce que vous avez assisté? Numéro 2, est-ce que l'annoncement et l'information autour de l'événement a été suffisante et claire? Et comment est-ce que vous pouvez noter le contenu technique du webinaire du troisième jour?